Bonjour à tous, il est 11 heures. On va démarrer à l'heure. Pour ceux qui nous ont rejoints, ceux qui viendront plus tard pourront profiter du replay. Je souhaite la bienvenue à Thomas Wirling qui va animer ce webinaire consacré à la cybersécurité dans les petites entreprises, un thème qui est vraiment d'actualité avec les événements récents chez OVH. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Thomas en précisant juste avant, demandant de couper peut-être vos micros, de poser vos questions via le chat. Thomas y répondra en fin de présentation. Voilà, on est parti pour ce webinaire consacré à la cybersécurité. Thomas, c'est à toi. Merci Jean-Marc. Donc bonjour à tous. En introduction rapidement pour me présenter, donc Thomas Wirling, moi je suis consultant en cybersécurité depuis une quinzaine d'années environ. Et aujourd'hui, donc un des fondateurs du cabinet LPB Conseil, donc qui opère dans deux sujets, donc dans la transformation numérique qu'on connaît tous aujourd'hui, qui vise à rendre nos usages numériques plus fluides et plus efficaces pour créer davantage de valeur dans nos entreprises, d'un côté, et d'autre côté en cybersécurité, où nous accompagnons un certain nombre de structures dans le Grand Est et principalement même en Alsace à mettre en œuvre des mesures de sécurité, à se protéger contre ces nouvelles attaques. Voilà. Voilà pour cette petite introduction. Pour entrer dans le vif du sujet, donc les points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc on va revenir rapidement sur les objectifs du webinaire. Alors forcément, on fait un webinaire en mars. Voilà, il y a quelques jours, on a eu un incident à Strasbourg. On pourra en parler rapidement. J'ai pris un autre cas de figure d'un incident qui a eu un mois en Alsace. Alors en ce moment, et c'est un constat que je fais depuis que je travaille dans la cybersécurité, c'est que plus le temps passe, moins on a besoin de remonter loin pour trouver des incidents, malheureusement. Voilà. Donc là, on a quand même deux incidents assez importants, et encore qui touchent pas mal de TPE, PME pour rester dans le thème, qui sont produits il y a moins d'un mois en Alsace. Un point important ensuite, c'est qu'on va vraiment revenir sur le rôle du chef d'entreprise dans la cybersécurité, car il a un vrai rôle à jouer, contrairement à ce que souvent on se dit, et je vous expliquerai pourquoi en détail. Ensuite, on parlera un peu des bonnes pratiques, parce que pour maîtriser finalement ces risques, l'objectif c'est quand même que vous sortiez de ce webinaire en sachant comment pouvoir avancer dans votre entreprise et faire en sorte que les choses soient mieux maîtrisées ou davantage sous contrôle. Et on résumera ça dans un petit guide pragmatique pour limiter les risques rapidement. Voilà. Sachant qu'un point important d'introduction du séminaire, c'est que quand on parle de cybersécurité, c'est pas forcément des solutions très complexes, c'est pas forcément des coûts très élevés, c'est souvent du bon sens et de l'implication du dirigeant et des collaborateurs. Voilà. En termes d'objectifs, donc les enjeux de cybersécurité d'une petite entreprise, tout d'abord, alors souvent et malheureusement encore aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité dans des entreprises de taille petite ou moyenne, on a toujours malheureusement le même discours de dirigeant qui est de se dire oui, mais la sécurité, mon entreprise, on n'a pas réellement besoin, il n'y a pas d'enjeu très fort chez nous. Voire à une époque, j'avais le droit, on n'est pas la NASA, c'est pas critique. On le verra tout à l'heure dans les sujets d'actualité, c'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ça touche pas que les grands groupes. Alors les attaques, forcément, ciblées vont pas toucher les très petites entreprises. Cependant, aujourd'hui, dans toutes les attaques qu'on voit, on a plutôt des attaques de masse non ciblées, donc c'est-à-dire des hackers qui finalement essayent d'attaquer un maximum d'entreprises ou de sites internet sans forcément chercher à savoir qui s'attaque, mais en utilisant des failles qui sont connues et très nombreuses, et assez fréquentes. Donc déjà, premier point, c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on n'a pas besoin de cybersécurité. Au contraire, puisque l'incident, qu'on soit petit ou grand, aura un impact et on le verra dans un cas de figure que j'ai donné tout à l'heure,
peut avoir un impact assez critique. Un point important ensuite, c'est comment le chef d'entreprise va faire la différence. Souvent, à chaque fois que je rencontre un dirigeant et que je parle de cybersécurité, il me renvoie vers son prestataire informatique ou son responsable informatique, s'il en a un en interne dans son entreprise. Alors effectivement, le prestataire ou le responsable informatique vont pouvoir mettre en place des solutions qui vont aller dans le sens de la cybersécurité, qui pourront nous sécuriser, hein. L'exemple, par exemple, de la sauvegarde est un bon exemple, hein. C'est pas le chef d'entreprise à qui on va demander de l'installer. Par contre, à un moment donné, il va quand même falloir définir ce qu'on va devoir sauvegarder et ce qui fait la valeur de l'entreprise en termes de données. Et c'est là où le prestataire informatique n'est aucunement qualifié pour le faire. Enfin, il peut être force de proposition, mais c'est pas lui qui pourra définir précisément ce qu'il faut prendre. Et donc dernier point, hein, donc dans les objectifs, et on le verra, alors on illustrera un peu ce webinaire avec encore sujet d'actualité, un guide de l'ANSSI qui a été publié en février, hein, sur la sécurité, les règles de sécurité dans les TPE, PME. Donc voilà, on passera en revue les principaux thèmes de ce guide. L'objectif, c'est que vous pourrez le consulter ensuite, mais qui est plutôt intéressant et qui va un peu dans cette logique pragmatique. Voilà. Donc, pour commencer et pour poser un petit peu le sujet, quelques cas d'actualité. Donc le premier, on en a tous entendu parler, hein. Enfin, c'est vrai que ça a été une première et d'une si grande envergure, hein. Donc la destruction du data center d'OVH à Strasbourg. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a plein de versions, mais ce qui en ressort, c'est qu'il y a eu une défaillance matérielle suite à une opération de maintenance dans un data center du groupe. Donc sachant qu'il y avait 4 data centers à Strasbourg, hein, donc il y en a un seul qui a été touché. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les sites de Strasbourg, donc il y a 4 data centers avec deux architectures différentes, hein, une architecture de container qui a été imaginée en 2011 pour pouvoir mettre en place des data centers rapidement, hein. Donc c'est pas et d'autres data centers qui sont des data centers en tour. Donc, sachant que le data center qui était touché, qui était SBG2, était un data center en tour, donc c'était quand même la construction la moins mauvaise du site a priori. Cependant, c'est quand même un type de data center qui a été abandonné aujourd'hui par OVH et qui prévoit même dans les prochains temps éventuellement d'arrêter du fait du problème qu'il y a, sachant que l'objectif c'était aussi que ce soit un data center qui permette un refroidissement naturel avec un tirage naturel dans les salles. Voilà. Donc, ce qui facilite pas quand on a forcément un incendie. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans SBG2, l'ensemble des serveurs hébergés ont été totalement détruits. Voilà. Bon. Après, il y a eu la deuxième incident ensuite avec des batteries qui ont pris feu dans SBG1, donc il y a le data center qui a été fait à base de containers maritimes, donc qui va du coup être arrêté. Alors la cause, on la connaît pas réellement. Ça peut être lié à un échauffement du premier incendie. À voir. Au final, donc ça paraît surprenant, ça paraît spectaculaire, etc. On peut se dire que finalement, ça aurait pu être aussi tout à fait anodin, puisqu'aujourd'hui, quand on est dans une approche de service cloud hébergé, etc., le client ne se préoccupe pas et n'a pas forcément à se préoccuper de savoir où sont ses serveurs et où sont ses données, ni à se préoccuper de la sécurité finalement de l'hébergement, puisque normalement l'hébergeur s'engage sur ces aspects-là. Là, par contre, où l'hébergeur ne s'engage pas, c'est que l'hébergeur vous dit clairement que c'est vous qui êtes responsable de la sécurité de vos données et que c'est à vous de faire des sauvegardes de données. Donc là encore, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on est une agence de communication, quand on est une petite entreprise et qu'on met en place des données chez un hébergeur, on ne pense pas forcément à la sauvegarde, c'est des coûts supplémentaires. On se dit au début, bah tiens, on va peut-être démarrer, on ne met pas la sauvegarde, on la mettra dans un second temps si les choses prennent. Et alors, on a l'habitude dans beaucoup de domaines que le provisoire dure.
Je dirais que dans les systèmes d'information, c'est pareil. Vous avez un site web, vous avez une application qui est hébergée, qui fonctionne, vous n'avez pas mis la sauvegarde, parce que vous avez dit on va se laisser un peu de temps. Bah, il suffit d'avoir oublié et la sauvegarde n'est pas faite. Là où il y a eu, par contre, peut-être des difficultés côté OVH, mais c'est pas encore démontré, c'est que certains clients avaient des sauvegardes, mais qui étaient sur le même site et pas sur un site géographiquement distant. Donc si effectivement un incident touche à la fois les données et leur sauvegarde, bah là on va dire qu'on est un peu coincé. Autre solution possible, donc à part la sauvegarde, donc là ce qu'on voit sur la sauvegarde, en résumé, c'est que finalement, ce qui est important, c'est que quel que soit le type d'hébergement informatique qu'on a, il faut sauvegarder ces données sur un site distant, et on le verra tout à l'heure, de façon déconnectée, idéalement du réseau. Les coupures de son. Alors je vais essayer de... Normalement mon micro fonctionne. Alors je sais pas si d'autres ont des problèmes de coupure ou c'est que Monsieur Tonnelier. Donc Jean-Marc dit que c'est bon chez lui. Monsieur Tonnelier, c'est peut-être de votre côté. Puis les autres n'ont pas de soucis. Ok, donc du coup pour reprendre, donc, la sauvegarde c'est un point. On aurait aussi pu imaginer avoir des solutions de plan de reprise d'activité. Donc vous avez peut-être dû en entendre parler. J'espère bien que c'est pas une attaque. Où on peut avoir un plan de reprise d'activité avec, pour des applications plus critiques, un deuxième serveur, soit actif, soit qui est dormant, qui puisse prendre le relais en cas d'incident sur notre premier équipement. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se font, qu'on fait régulièrement. Après, tout va dépendre dans ce cas de figure de savoir pendant combien de temps on peut se passer d'un service. C'est pas forcément le même cas sur un site web. Imaginons, on prend un site web qui est un site vitrine, hein, donc le site qui présente votre entreprise, et un site d'e-commerce sur lequel vous faites, je ne sais pas moi, 150, 200 ventes par jour. Forcément, l'impact de l'arrêt ne va pas être le même, et du coup, le coût de sécurisation qu'on peut mettre en face ne doit certainement pas être le même non plus. Donc où est le problème finalement par rapport à cet incident OVH? C'est que les clients ont ou n'ont pas mis techniquement une sauvegarde et n'ont pas forcément toujours appréhendé les menaces non informatiques. C'est que souvent on se dit oui, bah, j'ai une sauvegarde, donc si mes données sont détruites, je peux reprendre mon application. Si la sauvegarde par contre est sur le même site, bah, ça ne marchera pas si j'ai un incendie. Donc il faut bien prendre en compte tous les risques qu'on peut avoir, et on le verra dans le guide de bonne pratique de l'ANSSI, c'est bien précisé. C'est quand on fait une sauvegarde sur un site distant et pas forcément sur le même équipement. Et pour d'autres choses, on les déconnecte. Vu que je suis dans un sujet d'actualité, autre actualité du jour, hein, donc petit rappel aussi, quand dans vos entreprises, vous gérez des données à caractère personnel, donc alors on pourrait se dire que certains pourraient me dire que vous n'avez pas de données clients parce que vous travaillez en B2B et pas en B2C. Vous avez quand même des données sur vos collaborateurs, donc toute entreprise gère aujourd'hui des caractères personnels, a des obligations, et notamment, donc ces obligations, on en a parlé beaucoup en 2018 avec l'arrivée du règlement général pour la protection des données. Ces obligations couvrent également la perte de données. Donc c'est-à-dire que si vous avez des données à caractère personnel de vos collaborateurs que vous auriez perdu à un moment donné, il faut les informer que vous avez perdu leurs données. Et donc la CNIL l'a bien rappelé encore ce matin par rapport à toutes les victimes de l'incident OVH. Voilà. Donc là, on peut se dire, oui, c'est un incident de grande ampleur, ça arrive pas souvent, etc. Alors oui, ça arrive pas souvent, et on espère que ça arrivera pas dans les prochains temps. C'est jamais très agréable, et ça va avoir des impacts, alors j'ai pas mis les chiffres, mais ça va avoir des impacts économiques assez importants, hein. Je crois que c'était 3,6 millions de sites web qui ont été affectés. Donc c'est quand même pas neutre. Et moi je l'ai vu chez mes clients, où j'ai un certain nombre de clients qui ont perdu un certain nombre de sites et ont dû prendre un certain temps pour les remonter. Voilà. Autre cas un peu de moins grande ampleur, et j'ai volontairement pris un cas plus petit parce que
L'idée, c'est quand même de dire que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Là, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler ou pas de cet incident, hein, c'est survenu environ il y a 1 mois. Donc, c'était un crypto-locage de la pâtisserie VAC à Célestat. Donc, pour rappel, hein, quand on parle de crypto-locage, c'est quoi? C'est on ouvre une pièce jointe dans un mail où on a un système qui n'est pas à jour et donc qui se fait attaquer. On peut potentiellement se faire chiffrer ces données. Donc, comment ça se matérialise? C'est qu'un jour, vous vous connectez à votre serveur et vous n'arrivez plus à lire vos données. Donc, chose assez gênante pour exécuter dans la réalisation de vos activités. Dans ce cas de figure, donc c'est ce qui s'est passé, hein, donc le matin, personne n'a voulu se connecter et a vu que plus rien n'était accessible. En plus de ça, ce crypto-locage a touché le poste de travail qui pilotait les caisses de la pâtisserie, hein, donc après, il y avait 4 caisses qui étaient connectées à ce poste-là. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, les caisses n'étaient plus opérables. Des sauvegardes étaient en place. Par contre, les sauvegardes ont été stockées sur un disque dur externe. Donc, on peut se dire que par rapport à la panne matérielle, c'est plutôt un choix judicieux. Par contre, comme ce disque dur externe était resté connecté au poste et que le poste était allumé, le crypto-locker, tel qu'on l'appelle, ce qu'il va faire de façon assez simple, c'est qu'il va chiffrer toutes les données auxquelles il peut accéder. Donc, les données de sauvegarde ont été chiffrées également. Donc, là-dessus, finalement, la seule sauvegarde qui restait à cette pâtisserie, c'était le prestataire qui avait une sauvegarde très ancienne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, le prestataire informatique est venu à récupérer le poste, a essayé de déchiffrer par n'importe quel moyen, mais n'a pas réussi à débloquer la situation. La gendarmerie qui a été appelée aussi, puisqu'il y a une plainte qui a été déposée. D'ailleurs, si un jour vous avez un incident de sécurité, ce que je ne vous souhaite pas, c'est important aussi de déposer plainte, parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui avec tous ces incidents de sécurité, c'est que la plupart des entreprises sont encore hostiles dans leurs déclarations, pour des questions d'image, etc. Mais on a bien espoir, en tout cas dans la profession, que les clients voient plutôt d'un bon œil que d'un mauvais œil un de ces prestataires ou un de ces fournisseurs qui déclare un incident de sécurité. Au niveau des impacts, qu'est-ce qui s'est passé, hein? La boutique forcément a tourné au ralenti. Donc ils se sont passés dans un fonctionnement manuel. Alors ce qu'on appelle dans notre métier un mode dégradé. Alors des fois on peut les prévoir et les anticiper. Là ça n'a pas été le cas, mais du coup ils sont revenus au papier, au crayon, faire un peu les factures à la main, comme on les faisait il y a quelques années. Autre point important, donc il y a une rançon de plus de 50 000 €, hein, puisque c'était plusieurs bitcoins. Parce que forcément, on utilise des crypto-monnaies pour ces rançons-là, histoire qu'il n'y ait aucune trace, était demandé. Dans tous les cas, autre point important, c'est il faut jamais, c'est une préconisation que tout le monde fait, hein, aussi bien la gendarmerie, l'Agence nationale de sécurité et systèmes d'information, tous les professionnels de la sécurité vous diront ne payez jamais de rançon, puisqu'on alimente finalement un système mafieux qui vise à encourager ce type d'attaque de plus en plus. Voilà. Donc il vaut mieux se protéger que de payer, sachant qu'en plus de ça, autre point important, c'est que si vous payez, vous n'êtes pas sûr de récupérer vos données. Donc, où est le problème finalement dans ce cas de figure, hein, qui là peut arriver à tout le monde et ça arrive malheureusement régulièrement à pas mal d'entreprises, c'est que les réglementaires de sécurité n'ont pas été appliqués. Donc normalement, quand on fait une sauvegarde, on fait une sauvegarde qui soit hors connexion, c'est-à-dire que la sauvegarde ne doit pas être accessible depuis le poste qui est lui-même sauvegardé. Autre préconisation qui aurait pu être appliquée, c'est que l'ordinateur finalement qui pilotait les caisses aurait pu être éteint la nuit, puisque les caisses ne sont utilisées qu'en journée. Et donc, une des façons de se prémunir d'attaque, c'est que on va alors dans notre jargon, on dit qu'on réduit la surface d'attaque parce que finalement, ce poste-là aurait pu être attaqué que 12 heures par jour et pas forcément 24. Donc c'est une préconisation assez simple qui peut aussi être appliquée. Et dernier point, et là aussi pour les chefs d'entreprise qui sont parmi nous, c'est aussi le rôle du chef d'entreprise de poser les questions et de faire contrôler que tout soit dans les règles de l'art. Voilà. Alors pas pour dire, quand je dis ça, c'est pas pour dire que les informaticiens ou les prestataires ne font pas bien le travail. Au contraire, je pense qu'on a la chance, en tout cas dans notre région, d'avoir des prestataires compétents.
Par contre, c'est comme tout, c'est que quand ils sont dans le sujet, ils font ce qu'ils peuvent et des fois on peut avoir des oublis, des petites erreurs humaines, ça arrive et là c'est intéressant de temps en temps de vérifier que ça fonctionne. C'est comme quand on fait une sauvegarde, il est important aussi de vérifier de temps en temps que cette sauvegarde, on arrive bien à la restaurer. Cela aussi, j'ai eu, au cours de ma carrière, rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont dit que le jour où ils avaient besoin de leur sauvegarde, la sauvegarde ne fonctionnait pas. Voilà. C'est d'où l'importance de tester et de vérifier. Voilà. Donc ça, c'est quelques points d'actualité. Voilà, c'est vraiment une introduction du sujet. Donc finalement, pour entrer pour un peu poser le débat, donc la cybersécurité, prérogative du chef d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, quand on va faire de la cybersécurité, on ne va pas se poser la question de savoir quelles solutions techniques on va mettre en place. On va surtout se poser la question de savoir ce qui est critique et ce qui a de l'importance dans notre entreprise. Je peux prendre des exemples assez simples. Un exemple d'une entreprise industrielle qui est, quel que soit même le domaine dans lequel elle est, qui finalement va produire pour expédier, ce qui va être critique pour elle, ça va être soit la production et l'expédition, soit que l'expédition. Tout dépendra du stock qu'elle aura, du type de produit qu'elle va traiter. Exemple, si j'ai des denrées non périssables et si j'ai des produits frais, forcément ma production elle va être plus ou moins critique parce que je vais être plus ou moins en flux tendu, etc. Si, à contrario, mon entreprise fait de la recherche et du développement et qu'elle a des secrets industriels, qu'elle a des brevets, etc., qui ont été déposés, je vais avoir un réel enjeu de confidentialité. Il va falloir dans ce cas-là, plutôt que je sécurise finalement l'accès à mon réseau et à mes données, avant de travailler sur finalement comment limiter la perte de fonctionnement en cas d'incident. Voilà. Mais ça, finalement, la seule personne qui peut nous dire où on doit mettre le curseur d'un point de vue sécurité, c'est la direction. Voilà. Surtout que, donc là je parlais du secteur d'activité qui va avoir un impact sur les besoins de sécurité. Le business model en a un également. Donc si demain on est dans une logique de croissance externe ou interne, on n'appréhende pas non plus la sécurité de la même façon que si on est dans un modèle finalement qu'on voit assez constant et qu'on n'a pas envie de faire évoluer. Donc une fois qu'on s'est posé la question de ces activités, de ce qui était critique, le point suivant, souvent, et c'est là où le chef d'entreprise va travailler davantage avec ses cadres, pas forcément informatique, je précise, c'est qu'on va redescendre finalement sur les applications et voir quelles sont les applications les plus critiques dans l'entreprise. Donc imaginons si je suis une entreprise industrielle, mon application de supply sera fondamentale. J'ai encore échangé hier avec un dirigeant d'entreprise qui était justement un industriel qui me disait, bah, lui, de toute façon, ce qui est critique, c'est l'expédition, la facturation. Parce que sans facture, on ne passe pas les douanes. Et s'il n'expédie pas, ben, il ne fait pas de cash. Et lui, globalement, en l'occurrence, a du stock, a des stocks automatiques aussi à gérer. Et le fonctionnement d'un stock, du stock automatique doit aussi être sécurisé. Voilà. Donc globalement, quand on fait ce travail-là, donc le dirigeant va impulser la logique de la sécurité en disant ce qui est critique, ce qui fait la valeur de l'entreprise. Et ensuite, le secret, c'est d'embarquer finalement l'ensemble des collaborateurs. C'est que la sécurité, c'est pas un travail qui se fait juste au niveau de l'informatique ou juste au niveau de la direction. C'est que finalement, plus les collaborateurs sont sensibles à la sécurité et sont impliqués dans la sécurité, ben, plus on a de chances de parer aux différentes attaques. Un exemple assez simple aujourd'hui, hein, c'est tout ce qui est ingénierie sociale. Donc les attaques d'ingénierie sociale, ça va être quoi? Ça va être des sites qui se font passer pour d'autres sites, hein. On le voit tous à titre personnel avec ou professionnel d'ailleurs, avec les sites bancaires. Donc vous avez un site où finalement, je vais prendre un exemple encore local du Crédit Mutuel qui ressemble à un site du Crédit Mutuel, sauf que dans l'URL, c'est pas Crédit Mutuel, ça va être Crédit Mutuel. Et là-dessus, on va vous demander votre login et votre mot de passe.
Et une fois qu'on récupère finalement ce login et ce mot de passe, on peut les utiliser ces accès pour se connecter réellement à votre site bancaire. Donc ça, on l'a pour ces cas-là. On l'a aussi souvent, on a des attaques qui sont faites sur des transporteurs type DHL, etc. Et si les collaborateurs sont pas vigilants, globalement, c'est des choses qui marchent plutôt très bien. Voilà. Donc nous, on le teste, on fait souvent des fausses attaques pour valider ça, et on arrive souvent à des taux de résultat de 60, 70, 80%. Donc d'ailleurs, souvent, la fausse attaque est nécessaire pour faire prendre conscience aux personnes que globalement, ils se sont fait avoir et qu'ils auraient pu se faire avoir pour de vrai. Voilà. Mais pour ça, et donc il faut arriver à créer, alors non pas forcément un climat de confiance, mais un certain climat de méfiance, entre guillemets, en termes de cybersécurité. Alors j'aime pas forcément ces termes péjoratifs, mais c'est clairement ça. C'est de se dire, il faut pas forcément faire confiance, parce que l'attaquant va tout faire pour vous donner confiance. Voilà. Et donc finalement, l'objectif, c'est demain d'arriver à se dire, dans l'entreprise, il faudrait avoir une vraie culture sécurité, avoir une communication sécurité, que les gens sachent que finalement, il peut y avoir des mails qui soient des mails frauduleux, qu'ils sachent que leur mot de passe, ça serait bien qu'il soit assez complexe et qu'ils le donnent à personne, qu'ils notent pas des mots de passe de sites tiers sur des post-it, etc., ou sur du papier de façon générale. Voilà. Donc il faut arriver à embarquer finalement toute l'entreprise dans ce projet sécurité. Et jusqu'à maintenant, dans tout ce que je vous ai dit, on n'a mis en place aucune solution technique. Par contre, on est capable de parer un grand nombre d'attaques, notamment les attaques actuelles. Et donc finalement, si on fait un petit parallèle, le chef d'entreprise, aujourd'hui, finalement, s'il pilote pas sa sécurité, c'est comme s'il pilotait pas finalement ses finances. Ce qui peut sembler certainement aberrant pour les chefs d'entreprise parmi nous, parce que finalement, les finances, c'est le nerf de la guerre. Sauf qu'aujourd'hui, les informations sont plus emplies, représentent de plus en plus le patrimoine de l'entreprise, et que sans les informations sur les produits ou les informations sur les clients, il n'y a plus d'activité. Voilà. Et c'est ce que je disais avant de démarrer à Jean-Marc, où j'ai entendu des cas d'entreprises qui ont dû, suite à l'incident d'OVH, qui ont dû carrément mettre la clé sous la porte. Parce qu'une fois que vous n'avez plus aucune information sur votre entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Voilà. Un autre point important, c'est que, et non des moindres, c'est que le chef d'entreprise, son rôle, ce n'est quand même pas de gérer la sécurité à temps plein. Il a beaucoup de choses à faire. Notamment, il faut qu'il se concentre sur son métier. Mais déléguer n'affranchit jamais de piloter. Voilà. Et je l'ai encore vu hier dans l'exemple que je donnais sur le chef d'entreprise avec qui j'étais, qui pilote quand même une entreprise de plus de 3000 collaborateurs. Qui s'implique quand même et qui posait quand même des bonnes questions par rapport au fonctionnement de l'entreprise en cas de sinistre. Voilà. Et je pense que c'est vraiment la démarche à adopter. Ça ne veut pas dire que le risque, vous vous affranchirez de tous les risques et que vous éviterez tout, mais ce petit rôle de contrôle, il est toujours intéressant pour rappeler que la sécurité, c'est pas une option et que même si c'est pas votre cœur de métier, il faut quand même la prendre en compte. Autre exemple après les finances, c'est, par exemple, si on prend l'exemple d'un projet de construction, si on investit dans un entrepôt, pour y placer son stock, en tant que chef d'entreprise, finalement, on fait attention aux coûts de construction. Le but, c'est pas non plus, que le stock nous coûte trop cher. Déjà que le stock en tant que tel coûte de l'argent. Valider qu'il réponde à ses besoins, donc en termes de capacité, d'accessibilité, etc. Et on assure qu'il soit sécurisé. Donc vol, incendie, etc. Donc ça paraît simple pour un entrepôt et logique pour un entrepôt de gestion de stock. Moi, j'ai déjà rencontré dans ma carrière des directions générales qui m'ont dit, moi, vous savez, sur la cybersécurité, je lorgne pas. Mon responsable informatique m'a dit qu'il fallait mettre 500 000 € pour sécuriser mon système, je l'ai fait. Du coup, on a tout doublé. Voilà. Donc toutes les applications, tous les serveurs, tous les équipements, on a tout sur 2 sites différents. Et je me suis prémuni finalement de tout sinistre.
ce qu'on aurait pu croire, mais en affinant et en posant quelques questions, on s'est rendu compte finalement qu'ils avaient tout doublé, mais sur 2 sites qui étaient distants de 50 mètres l'un de l'autre, qui étaient tous les deux soumis finalement aux mêmes risques et aux mêmes menaces, avec qui plus est, en affinant encore un peu plus, on s'est rendu compte que s'il y avait un incendie sur le site principal, le site secondaire serait même plus accessible physiquement, puisque le périmètre de sécurité mis en place par les pompiers dépasserait ce 2e site. Et ensuite, question d'après, c'est OK, vous avez 2 systèmes complètement en miroir. Est-ce que vous avez déjà testé de basculer du système A vers le système B? Et est-ce que vous pouvez me dire en combien de temps vous redémarrez ce système B? Et là, globalement, il y a eu un blanc puisque le dirigeant d'entreprise, en l'occurrence, a mis l'argent sur la table, mais n'a jamais autorisé à ce qu'on arrête la production pour valider que le système soit opérationnel. Donc là, on a le bon exemple de l'investissement très onéreux en sécurité qui, à la fin, si on rencontre un incident, ce qu'on n'espère pas, ne portera pas ses fruits. Voilà. Et donc, finalement, avec du bon sens, de se dire, mais si là j'ai une panne de tel type, qu'est-ce qui se passe et sous combien de temps je reprends? Si le dirigeant est capable de poser cette question à son prestataire informatique ou à son responsable informatique, ça sera déjà pertinent et ça créera un dialogue qui sera très intéressant pour chacune des parties. Voilà. Donc, le point fondamental, et je l'ai déjà évoqué avant, du coup, et si je reprends l'exemple du chef d'entreprise d'avant qui a tout sécurisé, c'est finalement, est-ce que ça vaut le coup de tout sécuriser ou est-ce qu'il ne faut pas mieux... Alors, qui peut le plus, peut le moins, on peut se dire ça, sauf que dans la cybersécurité, c'est pas forcément le cas, parce qu'une fois que je sécurise plus je sécurise de choses, plus j'ai de choses à vérifier et vérifier que ce que j'ai sécurisé l'est bien. Puisque là, le principe il est assez simple, c'est que je définis la règle, c'est qu'il faut que j'ai une sécurité, par exemple, sur mes expéditions, que j'assure une disponibilité de mes expéditions, sur des heures ouvrées ou en 24/7 selon mes contraintes. Donc ça, c'est une règle que je définis. Ensuite, je mets en place les moyens techniques pour le faire. Donc, si je dois sécuriser mon expédition, peut-être que j'ai la redondance, peut-être que j'ai des systèmes de secours, etc., ou de relève à mettre en place. Mais après, il faut surtout veiller et tester que ces systèmes soient bien opérationnels. Donc comprenez bien que si on veut sécuriser tout son système d'information, ça va prendre d'autant plus de temps pour définir toutes les règles, pour mettre en place des solutions techniques, sachant que là, il y a un impact budgétaire qui n'est pas neutre, et surtout ensuite un impact temps et aussi disponibilité du service par rapport aux tests de ces mesures-là, de ces règles-là. Et donc, effectivement, alors quand on parle de définir le périmètre et de ce qui compte, alors un exemple très simple, c'est la recette secrète du Coca-Cola. Voilà, c'est que finalement, si Coca-Cola devait avoir une seule chose à protéger, c'est bien la recette. Si je prends un industriel, ça peut être sa ligne de production. Si je prends une entreprise qui travaille plutôt dans du tertiaire, etc., c'est peut-être son fichier client, la capacité à expédier les produits pour une entreprise industrielle, etc. Voilà. Mais en tout cas, la seule personne qui a même de définir finalement ce qui a du sens et ce qui est critique en termes de système d'information et ce qui doit être le plus résilient, entre guillemets, en cas de cyberattaque, ça reste le chef d'entreprise, voilà, qui doit impulser ce mouvement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire avec ses cadres, mais en tout cas, c'est lui qui doit emmener, signer le papier qui dit ce qu'il faut sécuriser en priorité. Voilà. Donc une fois qu'on a défini un petit peu le rôle du chef d'entreprise, qu'on a dit que finalement il fallait avant tout définir ce qui avait du sens, ce que je propose, c'est peut-être de passer, parce que l'objectif de ce webinaire, c'est quand même que vous en sortiez avec du concret et avec des idées de comment avancer dans votre entreprise. Alors, dans tous les cas, un point important, c'est que ce qu'on va dire, il y a des mesures qui peuvent être très onéreuses, tout comme il y en a qui peuvent être très simples et qui sont avant tout du bon sens. Donc n'ayez pas peur s'il y a un certain nombre de mesures.
Quand on parle de bonnes pratiques, on aime souvent, enfin moi j'aime souvent m'appuyer sur des référentiels ou des documents qui ont été publiés et qui ont du sens. En France, on a la chance d'avoir l'Agence nationale de sécurité et de l'information, donc qui dépend des services du Premier ministre, qui publie un certain nombre de guides. Alors qui publie depuis quelques années un guide qui s'appelle le guide d'hygiène informatique, donc qui explique comment mettre en place une sécurité efficace dans les entreprises. Donc c'est une quarantaine, une cinquantaine de pages avec 10 chapitres principaux. C'est intéressant, ça s'adresse plutôt à des entreprises de petites ou moyennes, mais on va dire que c'est plus à destination d'un public informatique ou ayant des connaissances informatiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que donc dans ce guide qui apparaît à l'écran, donc la cybersécurité pour les TPE, PME en 12 questions, c'est vraiment le pense-bête pour le dirigeant d'entreprise, puisque la lecture est assez accessible, et ça vous donne un peu des pistes, des sujets à aborder en termes de cybersécurité, voire des sujets sur lesquels vous pouvez challenger vos prestataires ou vos responsables informatiques. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce guide? Finalement, première question. Alors là, voilà, ça ne fait que conforter ce que je disais avant. C'est connaissez-vous bien votre parc informatique? La première question, donc cette première préconisation, ça veut dire quoi? Je veux dire qu'il faut savoir quels sont les outils qu'on utilise, quelle est la priorité ou la criticité de ces outils, et finalement, quel processus servent en informatique. Voilà. L'objectif, c'est que si on ne connaît pas son parc informatique, on ne sait pas quelles applications sont critiques pour finalement vendre nos produits, etc., on ne pourra pas les sécuriser. Donc l'objectif, en fait, c'est d'arriver à décomposer l'activité. Donc une fois que le chef d'entreprise a défini que ce qui était critique, c'était telle activité, que finalement on décompose comment cette activité est réalisée par son système d'information, donc quels sont les différents composants nécessaires pour cette activité-là. Deuxième point qui ressort de ce guide, c'est effectivement des sauvegardes régulières. Donc avec une préconisation dans ce guide-là, si on le prend, et par rapport, qui nous fait penser à l'exemple de la pâtisserie qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce que ça dit, c'est qu'il faut identifier ce qu'il faut sauvegarder. On ne sauvegarde pas forcément tout, on sauvegarde ce qui a de la valeur. Et ensuite, quand on sauvegarde, c'est qu'on choisit un support qui soit déconnecté du support principal. Donc notamment, dans le guide, il est dit que si on connecte un disque dur externe pour faire ses sauvegardes, on ne dit pas que c'est mal. Il y a des risques, si on les fait sur un disque externe, c'est qu'il y a des risques de vol. Si le serveur qui est à côté est touché, le disque va être touché aussi, mais ça peut être une solution, en plus d'autres qui sont les sauvegardes dans le cloud, etc. Mais ce que dit le guide, c'est si vous faites des sauvegardes sur disque dur externe, déconnectez le soir, pour qu'on ne soit pas... et on les reconnecte juste au moment où on fait les sauvegardes. Autre point important quand on parle de sécurité, c'est les mises à jour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours plus simple, que ce soit pour un serveur, un poste de travail, de jamais faire ses mises à jour, dans l'absolu. Dans la pratique, parce que finalement la mise à jour, elle oblige à redémarrer, ça prend du temps, on n'est pas sûr que tout fonctionne, etc. Sauf que si des mises à jour sont faites, c'est bien pour corriger ce qu'on appelle en cybersécurité des vulnérabilités. Une vulnérabilité, c'est quoi? C'est une porte d'entrée qui va exister sur votre poste, sur votre serveur, etc., et qui permettra à une cyberattaque de se réaliser. Voilà. Je peux prendre des exemples. Je connais une entreprise qui avait dans son parc informatique ce qu'on appelle un pare-feu, donc c'est ce qui nous permet de protéger le réseau de l'extérieur. Ce pare-feu n'avait pas été mis à jour depuis 1 an. Elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui, en arrivant sur le pare-feu, a réussi à rentrer dans le réseau en exploitant une vulnérabilité qui était connue. Sachant que quand les vulnérabilités existent, elles sont publiées pour que les gens les mettent, les corrigent. Et vous pouvez trouver du coup des vulnérabilités sur Internet et tester ces vulnérabilités sur un ensemble d'équipements. Voilà. Donc une fois qu'on a trouvé la vulnérabilité, on a même le petit outil qui nous permet de l'exploiter. D'où l'importance de faire ces mises à jour, et ça c'est fondamental.
Autre point, donc l'antivirus. Alors certains disent oui, mais l'antivirus, est-ce que c'est vraiment encore utile? Alors l'antivirus peut faire débat parce qu'ils sont moins efficaces qu'à une certaine époque, parce que, enfin c'est pas qu'ils sont moins efficaces, c'est que les attaques sont de plus en plus complexes. Cependant, c'est important d'avoir un antivirus et sur son poste. Ça ne protégera pas toutes les attaques, notamment les attaques par ingénierie sociale. Hein, quand on vous demande votre login, votre mot de passe sur un site qui ressemble à un autre, un antivirus ne fera strictement rien. Par contre, si vous avez un CryptoLocker, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de la pâtisserie, il y a des chances qu'il passe au travers, mais il y a aussi des chances que l'antivirus l'arrête. Voilà. Donc ce point est important. Ensuite, 5e point, avez-vous implémenté une politique d'usage des mots de passe robustes? Donc là, ce point-là, et on en parle depuis pas mal de temps, c'est qu'il y a des règles sur les mots de passe. On essaye de mettre des mots de passe assez longs. Voilà. Normalement, aujourd'hui, si on veut éviter d'avoir un mot de passe qui soit pas, qu'on puisse pas casser, parce qu'aujourd'hui on peut casser les mots de passe assez facilement avec la puissance des équipements qui augmente. En plus, aujourd'hui, on utilise des processeurs graphiques pour le faire. On va dire que des mots de passe de moins de 11 caractères, on arrive à les casser assez rapidement. Donc idéalement, il faudrait mettre des mots de passe de plus de 11 caractères. Alors forcément, ça paraît beaucoup. Après, la préconisation, c'est obligatoirement des mots de passe d'11 caractères, et cetera. Là-dessus, on a plusieurs solutions. Et en plus, normalement, c'est un mot de passe différent pour chaque service. Donc on n'utilise pas le même mot de passe pour son réseau d'entreprise que pour son LinkedIn, que pour son mail perso, que pour son mail pro, et cetera. Donc vous allez me dire: «Oui, mais à un moment donné, c'est impossible à retenir», et c'est pour ça aussi que, on préconise, mais là, je vous inviterai à lire le guide, pour plus de détails, à utiliser des coffres-forts de mots de passe. Un coffre-fort de mots de passe, c'est quoi? Bah, c'est finalement comme un coffre-fort. Vous mettez tous vos mots de passe dans ce coffre-fort et vous définissez un mot de passe très fort pour vous connecter à ce coffre-fort. Donc c'est une solution intéressante, surtout que vous pouvez avoir des coffres-forts qui sont installés sur votre poste et sur votre smartphone. Donc finalement, à chaque fois que vous créez un nouveau mot de passe, vous générez un mot de passe complètement aléatoire que vous ne connaissez pas et vous le stockez. Alors, question qu'on peut se poser, c'est: oui, mais si quelqu'un trouve enfin, comment je fais si quelqu'un attaque mon coffre-fort et s'il trouve les mots de passe? Donc normalement, là-dessus encore, la bonne pratique, c'est que quand vous prenez un bon coffre-fort de mots de passe, tous les mots de passe qui sont stockés dans ce coffre-fort sont chiffrés eux-mêmes avec votre mot de passe à vous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mot de passe principal à vous, il faut jamais le donner, jamais l'écrire, et c'est que vous qui devez en être responsable. Voilà. Il existe aussi aujourd'hui de plus en plus des systèmes d'authentification qu'on appelle à double facteur. Donc vous avez peut-être déjà rencontré pour certains services. L'objectif, c'est quoi? C'est que j'ai une application sur mon téléphone qui me donne un code et j'ai mon mot de passe. La première fois que je me connecte avec mon poste à ce service-là, il va me demander le numéro du code qui est généré par l'application. Voilà. Alors, ouais. Donc Karim, je répondrai tout à l'heure sur les exemples de gestionnaires, mais il y en a certains, il y en a un certain nombre. Voilà. Mais en tout cas, donc sur les mots de passe, il y a des bonnes pratiques qui doivent être mises en place. Donc coffre-fort de mot de passe d'une part, authentification double facteur. L'objectif, dans tous les cas, demain, c'est d'arriver à limiter un maximum le nombre de mots de passe. C'est ce qu'on souhaite faire parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en termes de sécurité, c'est pas toujours pertinent. Voilà. Ensuite, dernier point 6, pas dernier point, pardon, c'est le pare-feu. Donc un pare-feu, c'est assez simple, il a pour objet d'éviter toute intrusion qui n'est pas autorisée. Donc c'est finalement le pare-feu, il va bloquer quelqu'un qui veut rentrer sur votre réseau d'entreprise. Sauf si il y est clairement autorisé. Donc là, ce que dit le guide d'hygiène, c'est: est-ce que vous avez un pare-feu? Parce qu'il faut en avoir un. Même sur le poste de travail aujourd'hui, il faut avoir un pare-feu. Sinon, exemple simple, vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi dans le train ou ailleurs, et d'autres y sont aussi. Si vous n'avez pas de pare-feu sur votre poste, potentiellement, quelqu'un de mal intentionné pourrait se connecter sur votre poste. En connaissez-vous les règles de filtrage? Donc ça, c'est pour les pare-feux d'entreprise, parce que souvent, on a mis en place un pare-feu et puis on a mis des règles parce qu'il y a telle application qui envoie tel flux et puis et cetera. Finalement, au bout d'un moment, on se retrouve avec des règles qui sont plus du tout adaptées. Donc des gens qui peuvent encore se connecter alors que, qu'ils ne devraient plus pouvoir. Voilà. Hem
Ensuite, le système de messagerie. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'informations passent par la messagerie. Alors, on pourrait même débattre et se dire qu'on utilise la messagerie pour beaucoup trop de choses. Notamment, la messagerie, normalement, n'est pas un lieu de transfert de documents, puisque c'est pas, les flux de messagerie entre serveurs de messagerie ne sont pas forcément chiffrés. Donc, on préconise toujours d'utiliser plutôt des outils de partage de documents, notamment dans le cloud, pour partager les documents, plutôt qu'envoyer ces données-là par mail. Mais il faut sécuriser sa messagerie. Il faut faire attention quand on consulte sa messagerie depuis son smartphone, que son smartphone soit aussi sécurisé. Voilà. Pareil, c'est important d'avoir un mot de passe différent de la messagerie. Autre règle importante, alors qui peut paraître simple pour tout le monde, mais qui ne l'est pas forcément pour tous, parce que je vois encore des mauvaises pratiques, c'est que la messagerie, elle est personnelle. Quand on a une assistante, on ne lui donne pas forcément son login et son mot de passe de messagerie, enfin on ne lui donne pas. On peut créer des délégations sur des boîtes mail, donc que des personnes puissent consulter votre boîte mail si vous êtes absent. Par contre, si elles envoient un message, elles enverront le message en leur nom de votre part. Donc là aussi, en termes de responsabilité, c'est important de bien définir cette partie-là. Voilà. Ensuite, alors sujet important, surtout depuis depuis 1 an et depuis l'évolution du télétravail, c'est aussi de séparer finalement les usages informatiques personnels et professionnels, puisque aujourd'hui le bureau, on travaille de plus en plus, malheureusement encore, on espère que ça évoluera à la maison. Le risque, c'est finalement de se dire, on fait tout avec le même poste, c'est plus simple. Voilà, sauf qu'à un moment donné, le poste d'entreprise doit quand même être sécurisé. Il faut être vigilant sur les sites sur lesquels on se connecte, ne pas laisser forcément ses enfants se connecter depuis son poste. Donc je répondrai, comme disait Jean-Marc, aux questions tout à l'heure, mais des questions assez intéressantes. Voilà, donc il faut être vigilant. Et pareil, si à titre personnel, vous ne voulez pas utiliser le coffre-fort de mot de passe, mais utiliser le même mot de passe pour tout, alors ça vous engage vous, c'est pas une bonne pratique. N'utilisez pas le mot de passe de l'entreprise. Vous avez plus de chances qu'un service que vous utilisez à titre perso soit attaqué et que les mots de passe soient divulgués, hein, parce que ça arrive assez souvent. Il y a même des sites, si ça vous intéresse, où vous pouvez tester votre adresse mail personnelle pour savoir si potentiellement des mots de passe associés à cette adresse ont été divulgués ou non. Parce qu'après, il y a un vrai commerce sur les logins mots de passe qu'on peut avoir d'un point de vue informatique. Donc il est vraiment important de séparer ça. Autre point, c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'entreprise qu'on ne doit pas être vigilant. Donc là, chose habituelle, dans les transports, on est vigilant. Et alors moi, j'étais pendant très longtemps un grand voyageur en train, et c'est vrai que quand on est dans le train, alors 2 solutions: soit on voit beaucoup d'écrans, ou soit on entend pas mal de discussions, notamment le lundi matin en allant à Paris, quand vous avez des gens qui sont entre collègues autour d'un carré et qui discutent de tout ce qui ne va pas dans l'entreprise. Donc là aussi, il faut sensibiliser vos collaborateurs sur ces aspects-là, fournir des fiches de confidentialité si jamais ils se retrouvent à travailler souvent dans le train et sur des documents confidentiels. Donc après, c'est toujours pareil, il peut y avoir des pratiques très simples. Moi, par exemple, quand je travaille dans le train, je ne travaille pas sur les documents clients. Je prévois d'autres activités dans le train. Je travaille sur des documents internes ou sur des comptes rendus qui sont peu critiques. Et je mets mon fil de confidentialité. Ça peut paraître simple. Ensuite, point 10, donc là on va encore un peu plus loin, c'est comment vous vous informez. Finalement, est-ce que la cybersécurité, ça vous intéresse ou pas? Moi, j'invite tous les chefs d'entreprise à suivre quand même l'actualité, ce qui se dit en termes de cybersécurité. C'est intéressant toujours de voir quelles sont les attaques qu'on peut avoir, parce qu'il y a tous les jours de nouvelles attaques, puisqu'aujourd'hui, on le voit, ça va, on a tous entendu parler de la fraude au président, où les gens essayent de faire en sorte que vos collaborateurs fassent des virements. D'ailleurs, il y a eu un cas encore il y a peu de temps, que j'ai vu récemment, d'un cabinet d'expertise comptable à Châlons-en-Champagne. Alors, j'ai plus forcément le nom en tête. Je peux le trouver, oui, c'était l'entreprise CDER,
qui a été victime donc d'une fraude au président. Je crois que c'est plus de 14 millions d'argent détourné, donc parce que voilà, il y a un attaquant qui a fait une vraie attaque, une belle attaque, et qui s'est immiscé vraiment dans le fonctionnement de l'entreprise et qui a prétexté le rachat d'une autre structure et donc a utilisé la collaboratrice qui avait capacité à faire le virement pour qu'elle le fasse. Donc si on ne sait pas que ce genre d'attaque existe, on ne peut pas sensibiliser les collaborateurs. C'est pareil, on peut aussi avoir dans les attaques connues, on a le faux technicien qui se connecte et qui veut mettre à jour votre outil de réalisation des virements et qui finalement va en profiter pour faire un virement. Voilà, c'est aussi arrivé à des entreprises que je connais en Alsace. C'est fâcheux, mais il faut finalement être au courant un peu de ce qui se passe pour aussi prévoir la sensibilisation. Et ensuite, sensibiliser les collaborateurs, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, vous aurez beau mettre toutes les solutions techniques en place, si vos collaborateurs ouvrent le mail et avec la pièce jointe qui est compromise, finalement, vous avez de grandes chances que vos outils ne fassent pas grand-chose et ne le voient pas. Si vos collaborateurs rentrent son mot de passe sur une page qui n'est pas la bonne page, vous ne le verrez pas non plus. Voilà. Donc, si votre collaborateur installe plein d'outils sur son poste de travail, alors on peut l'empêcher d'installer des outils, certes, mais là, pareil, on n'a pas de certitude qu'il n'y ait pas de malware ou de virus dans un des outils qu'il a téléchargé. Donc ça, c'est important. Après, autre sujet important aussi qui est intéressant de mener, c'est de se poser la question, de voir finalement la couverture de sa police d'assurance face au risque cyber. Donc aujourd'hui, les assureurs, depuis quelques années, et il y a une évolution, j'en parlais encore avec quelqu'un qui travaille dans le sujet pas plus tard qu'hier, tous les ans, il y a des évolutions sur les assurances cyber, puisque forcément, elles évoluent à la vitesse de l'évolution des menaces. Mais aujourd'hui, elles sont capables de couvrir les risques cyber. Après, il faut être vigilant, et je vous invite à l'être, sur l'exclusion du contrat. Donc j'ai eu pas plus tard qu'il y a quelques mois, une amie qui est dans le domaine médical, qui m'a soumis une couverture cyber. Et sa couverture cyber nécessitait qu'elle fasse les mises à jour dès qu'un nouvel outil était sorti. Ce qui était impossible par rapport aux outils métiers qu'elle utilisait. Voilà. Donc globalement, je lui ai dit, oui, mais à un moment donné, ça veut dire que l'assurance ne sera jamais réellement applicable. Voilà. Ensuite, dernier point dans le guide, c'est de savoir comment il faut réagir en cas de cyberattaque. Donc là encore, il y a des choses à faire, à ne pas faire. La gendarmerie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est aujourd'hui légitime pour vous accompagner. Il y a aussi un certain nombre de sites, et notamment ils sont précisés dans le guide, notamment un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui référence tous les prestataires qui peuvent vous aider en cas d'attaque. Et dans tous les cas, moi je vous invite à porter plainte si vous avez eu une attaque avérée. Voilà. Parce qu'il est important qu'il y ait une sorte de prise de conscience collective, et c'est la multiplicité du nombre de cas et du nombre de cas proches qui fera qu'il y aura une réelle prise de conscience sur ces risques-là. Donc, en résumé, finalement, ce guide-là, pour moi, le rôle qu'il a pour vous, alors je vous invite tous à le lire. Voilà, franchement, alors je crois qu'en termes de longueur, je peux vous dire exactement, parce que je l'ai devant moi, mais alors déjà, c'est plutôt bien écrit, c'est moins de 30 pages, c'est 29 pages. Ça permet dans tous les cas d'évoluer de bien comprendre ce qu'on peut faire, et ça vous permettra, pour moi, demain, de challenger votre responsable informatique ou votre prestataire. Donc la cybersécurité, c'est quelque chose qui vous fait peur, vous vous posez des questions, vous n'avez pas forcément de moyens, posez au moins les questions, prenez les 12 questions et vous les posez à votre prestataire ou votre responsable informatique, et ça vous permettra au moins de savoir où vous en êtes, et éventuellement de voir finalement quelles sont les mesures à mettre en place, de piloter l'avancement de la mise en place de ces mesures, et surtout d'arriver à mobiliser les ressources et les moyens nécessaires. Ça ne sera pas forcément suffisant en termes de cybersécurité, mais ça vous permettra au moins déjà de mettre en place des pratiques essentielles. Donc, en synthèse, j'ai remis sur un slide finalement ce que moi je préconiserais pour les dirigeants de TPE-PME, s'il fallait mener des actions concrètes et simples. Donc déjà, peut-être de communiquer en interne à vos cadres, collaborateurs, voire vos partenaires, votre intention de mettre en œuvre un chantier de sécurisation que vous piloterez. Alors en tant que dirigeant, quand vous
vous dites ça, c'est intéressant parce que déjà, vos collaborateurs vont se dire, zut, la sécurité, c'est une priorité de la direction, ça rentre dans le... Et ça va déjà contribuer à la sensibilisation. Donc ça, c'est intéressant. On va déjà... on ne crée pas directement la culture, mais en tout cas, on annonce déjà la couleur. Et il peut y avoir déjà une prise de conscience assez intéressante. On identifie ensuite les informations et activités qui seraient vitales pour l'entreprise. Comme je disais avant, c'est de là qu'il faut partir. Tout n'a peut-être pas besoin du même niveau de sécurité, et ce serait certainement une erreur de vouloir tout sécuriser en même temps. Il vaut mieux souvent, quand on a une montagne à gravir, la gravir petit à petit, mais arriver au bout, que de se dire je vais gravir toute la montagne et de jamais arriver à la moitié du sommet. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une capacité aussi à faire auditer votre système d'information par un tiers, qu'il soit ni votre prestataire, ni votre responsable informatique. Donc ça permet aussi d'avoir un avis externe et d'être sûr de la pertinence des propos, sachant que ce n'est pas forcément quelque chose de très lourd en termes de temps, puisque ça peut être fait sur des périmètres plus ou moins complets. Et une fois qu'on a ça, qu'on a un état, on sait où on veut aller, on sait où on est capable de définir finalement les exigences de sécurisation qu'on a et les échéances qu'on veut atteindre. Voilà. Dernier point qu'on peut aussi demander, c'est exiger de vos prestataires informatiques qu'ils soient certifiés. Alors, par exemple, il y a des certifications qui existent soit pour les entreprises, soit pour les personnes, qui sont basées sur l'ISO 27000. Donc ça, c'est toujours intéressant, au moins d'évoquer ça avec votre prestataire. Si déjà il sait, il connaît au moins le référentiel, ça veut dire qu'il l'a déjà lu et qu'il y a déjà un premier niveau de sensibilisation. Voilà. Et pour finir, donc jusqu'où pousser ma cybersécurité, donc ce qu'on voit, nous, alors c'est un peu, c'est qu'en fait, il y a 3 niveaux aujourd'hui de cybersécurité. C'est que pour les TPE, petites PME, idéalement, la base, c'est déjà d'avoir les règles d'hygiène et les bonnes pratiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'une TPE, une petite PME, ne peut pas aller plus loin dans la cybersécurité, au contraire. Et on en connaît qui sont dans des entreprises qui sont plutôt petites, mais qui travaillent dans des domaines de pointe, où ils sont obligés d'aller très loin. Dans les ETI, les entreprises réglementées, aujourd'hui, on essaye de se mettre en conformité avec des référentiels, donc type ISO 27000. Donc ISO 27000, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comme l'ISO 9000, ce qu'est l'ISO 9000 à la qualité, c'est ce qu'est l'ISO 27000 à la sécurité. Voilà, de façon très simple. Et après, les grandes entreprises et les entreprises plus exposées doivent se prémunir contre des attaques ciblées. Et donc là, on met des principes de cyberdéfense avancés. Voilà. Et du coup, j'en ai fini, ce qui me laisse le temps de répondre aux différentes questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. Donc, Karim, qui me demandait les exemples de gestion de mot de passe. Donc, effectivement, il existe Bitwarden. Il existe également, en termes de gestion de mot de passe, donc les plus connus, qui malheureusement ne sont pas français ou européens. C'est Dashlane, qui est assez connu, OnePassword ou encore LastPass. Voilà. Après, globalement, ils se valent plutôt tous et fonctionnent assez bien. L'intérêt dans le choix d'un coffre de mot de passe, c'est surtout de veiller à ce qu'on puisse faire des partages. Alors, il y en a, quand vous les utilisez en entreprise, vous pouvez carrément faire des partages comme vous les feriez sur un système de fichiers, donc en créant des groupes, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Il faut surtout veiller à ce qu'il y ait un outil pour la partie smartphone, parce que si vous avez votre mot de passe dans votre coffre-fort sur votre poste de travail, vous ne l'avez pas forcément sur votre smartphone. Donc côté ANSSI, ils préconisent un outil qui s'appelle KeePass, qui a l'avantage et l'inconvénient de ne pas être un service en ligne, et donc qui est plutôt complexe à utiliser. Donc en termes de sécurité, forcément il y a une sécurité un peu supérieure, mais l'usage souvent refroidit les personnes. Donc ça, c'est plutôt limité aux usages informatiques, enfin au personnel informatique. Pour la question suivante, sur le niveau de sécurité de la sauvegarde des mots de passe dans les navigateurs, le problème c'est que le mot de passe, alors il a évolué quand même, le niveau de sécurité, puisque à une époque, le stockage des mots de passe, puisqu'il y a une base qui est utilisée dans le navigateur pour stocker les mots de passe, jusqu'à peu, les navigateurs ne la chiffraient pas. Donc c'était problématique parce que vous aviez accès aux données du poste, vous étiez capable de voir tous les mots de passe. Aujourd'hui, il y a un chiffrement qui est fait. L'inconvénient, par contre, c'est que c'est utilisé, le chiffrement, il est fait non pas peut-être de façon moins robuste qu'avec un gestionnaire de mots de passe. Après, l'autre inconvénient, il y a un inconvénient d'usage, c'est que sur le smartphone, vous ne pouvez pas l'utiliser de façon native.
Voilà. Donc globalement, on va plutôt essayer on essaie d'éviter quand même le stockage dans le navigateur. Voilà. Qui plus est, demain, si vous perdez votre poste, ou si votre poste a un problème, vous perdez tous vos mots de passe. Ce qui n'arrive pas avec un service en ligne, à moins que vous utilisiez le service en ligne du navigateur, typiquement de Chrome ou de Firefox. Donc Karine, tu me poses la question du partage des comptes Google. Alors si c'est un partage de comptes entre personnes, dans tous les cas, le partage de comptes entre personnes n'est jamais une bonne pratique, parce qu'il veut dire partage de comptes, veut dire partage de mot de passe. Règle essentielle, un mot de passe, il est personnel et il ne doit jamais être partagé. Si vous commencez à partager un mot de passe, ça veut dire que vous ne mettrez jamais à jour votre mot de passe, puisque si vous mettez à jour le mot de passe, l'autre personne va forcément ne plus l'avoir. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on essaye dans tous les cas d'avoir principalement des comptes nominatifs et pas des comptes partagés. Voilà, ou des comptes génériques, qu'on appelle également. L'objectif, c'est de pouvoir responsabiliser les gens sur ce qu'ils font avec leur compte et de leur responsabilité. Donc à partir du moment où vous leur demandez de partager leur mot de passe, c'est plus forcément le cas. Et c'est notamment ce qu'on rencontrait par le passé avec certaines applications pour limiter les droits de licence. Ensuite, question de Monsieur Belly. Donc, y a-t-il plus de risques avec l'utilisation d'un VPN en télétravail? Alors, si on utilise un VPN qui est correctement configuré et qu'on se connecte à l'entreprise, on n'a pas forcément plus de risques qu'en entreprise. Puisque finalement, la connexion vers l'entreprise, elle passe complètement par le VPN. Tout dépend ensuite de la façon dont le VPN a été paramétré, c'est-à-dire qu'on a deux approches. Soit dès que vous démarrez votre poste, vous êtes connecté au VPN et tous les accès que vous faites, même vers l'extérieur, vers Internet, passent par l'accès Internet de l'entreprise et auquel cas bénéficient de tous les systèmes antivirus, de filtrage, etc. mis en place par l'entreprise. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas plus de risque sur l'usage même de l'informatique. Si par contre, d'un côté, vous utilisez votre accès Internet à domicile pour vous connecter aux différents sites, vous n'avez pas de pare-feu, vous n'avez pas l'antivirus de l'entreprise ni le filtrage d'URL, donc vous avez plus de chances de télécharger du contenu malicieux qu'en entreprise. Et à côté de ça, vous avez quand même un accès direct à l'entreprise. Donc on augmente les risques dans ce cas de figure. Ensuite, voilà, donc je sais pas, j'espère que la réponse était claire. Tout dépend du paramétrage. Pour un meilleur niveau de sécurité, il faudrait que quand votre poste soit connecté au VPN, tous les accès Internet passent également par l'entreprise. Comme ça, vous avez la même sécurité partout. Cependant, ça veut aussi dire qu'il faut sécuriser quand même votre bureau ou l'endroit où vous travaillez chez vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus laisser le poste allumé en permanence en se disant on est à la maison, on craint rien. Exemple simple, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on verrouille pas sa session quand on quitte son poste de travail. Voilà. Donc je sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y en a, n'hésitez pas. Sinon, moi de mon côté, j'ai fini. Donc Jean-Marc, je sais pas si tu reprends la parole. Oui, donc a priori, on a terminé. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas, c'était effectivement très complet. Je ne peux que vous encourager à ce qu'a dit Thomas, hein, allez sur le site de l'ANSSI, récupérez le guide, parcourez-le, et en cas de doute, faites-vous accompagner, appelez pourquoi pas la CCI, hein, on peut avoir un premier niveau de conseil, et après faire appel à des professionnels comme Thomas. Je pense que l'investissement et le jeu en vaut la chandelle. Quand le risque est avéré et que le risque se réalise, en général, c'est trop tard. Donc, encore merci Thomas. Et vous aurez la présentation dans le replay. Et puis, tu avais laissé ton contact sur la présentation ou pas? Oui, il est en fin de présentation. Ouais. Ok, très bien. Merci encore Thomas. Donc, s'il n'y a plus de questions, on clôture. Ok, très bien. Merci à tous. Je mets mon contact comme ça, voilà. Les gens l'auront. Voilà. Bah, merci beaucoup à tous et merci Jean-Marc pour ce webinaire.